Bonjour à tous et bienvenue dans Long Live, le podcast de la longévité. Aujourd'hui, on parle de tout ce qui tourne autour de notre assiette. Les aliments bien sûr, mais aussi le mode de cuisson, la provenance, les contenants, bref, tout ce qui a à voir avec notre modèle de consommation alimentaire. Anthony Berthoud vient de sortir le bien nommé livre « Du bon sens dans notre assiette » et il vient ici nous donner tous les tips et les choses à éviter pour que bien manger rime avec longévité. Et vous allez voir qu'il y a du boulot à l'échelle de toute notre société. Allez, accrochez-vous, ça commence. Salut Anthony, merci. Salut Lucille. D'être parmi nous. Donc tu es professeur de nutrition. Nutritionniste. Ouais. Nutritionniste. Et tu enseignes quand même, on peut le dire, énormément aux plus grands sportifs, mais aussi médecins, kinés, généralistes, médecins du sport. Oui, formation initiale, donc tout ce qui est licence, master, et puis formation continue, donc pour les professionnels de santé, comme tu le disais, médecins, kinés, diététiciens, sages-femmes, pharmaciens, etc. Et puis dans le monde du sport, beaucoup auprès des entraîneurs, des préparateurs et de tous les gens qui vont graviter autour des athlètes de manière générale. Ouais. Et tu as sorti 3 livres récemment, et le dernier qui est plus à orientation grand public, vraiment pour qu'on puisse mieux manger, mieux s'alimenter. Donc c'est les idées reçues de l'alimentation. C'est quoi les idées reçues en fait sur l'alimentation ? C'est une bonne question parce que le livre en reprend 41 idées reçues et je pense que j'aurais pu continuer comme ça très longtemps. C'est-à-dire qu'au départ, on était parti plutôt sur une vingtaine d'idées reçues et puis finalement, c'est des poupées russes qui font que tu penses à un sujet, qui en amène à un autre, qui en amène à un autre, etc. Donc finalement, je pense qu'il y a largement une centaine d'idées reçues, tu vois, qu'on pourrait aborder. Mais là, celle du livre, c'est plutôt les grandes questions que la plupart des gens se posent autour de cette cacophonie nutritionnelle. Donc, est-ce qu'il faut manger 3 repas par jour ? Est-ce que le gluten, c'est vraiment mauvais ? Est-ce que les produits laitiers, c'est mauvais également ? Ou au contraire, il faut absolument en consommer parce qu'on en a besoin pour avoir un tissu osseux qui est solide ? Est-ce qu'il faut prendre un petit déjeuner ? Est-ce que le café est mauvais ? Et puis voilà, je pourrais t'en citer comme ça encore beaucoup. Il y a les réponses dans ton livre. Après, il est très ponctué de modération, en tout cas de prise de recul. En gros, c'est rarement tout noir ou tout blanc. C'est souvent de la nuance. J'adore dire ça dépend, en fait. Exactement. Mais c'est vrai que, donc, pour commencer dans le vif du sujet, on a reçu Boris Ancel dans le podcast. Et par exemple, sur la consommation des œufs, il était beaucoup plus dans la nuance que toi. Et du coup, j'ai reçu plein de messages. Oui, mais Lucille, alors on ne sait plus quoi penser. Normalement, on te fait confiance. Et tu nous parlais des œufs et maintenant, il ne faut plus en manger autant. Donc, par exemple, cette idée reçue des œufs, qui est une grosse idée reçue sur la quantité d'œufs à consommer. Donc, toi, moi, tu m'as formé, tu as répondu à mon podcast déjà sur la quantité d'œufs, donc pratiquement 2 par jour. Qui était plutôt très positif, notamment le matin. C'était des œufs de qualité. Et le professeur Boris Ancel était plutôt sur 4-5 par semaine en fonction de ton profil cholestérol. En fait, quand tu regardes la littérature, aujourd'hui, tu n'as aucun lien de causalité entre la consommation du cholestérol de l'œuf et l'augmentation du risque athérogène, c'est-à-dire de l'augmentation des risques cardiovasculaires. Et en fait, il y a beaucoup de biais dans ces études quand on voit une augmentation des risques. Déjà, il faut savoir que la plupart des études sont des études autodéclaratives, c'est-à-dire que les patients vont remplir un questionnaire et vont indiquer ce qu'ils mangent, mais pas forcément la façon dont ils le mangent. Les œufs, par exemple, comment est cuit l'œuf, dans quelles conditions. Beurre. Et puis si c'est dans un donut, tu vois, un beignet, ou si c'est un œuf à la coque, déjà ça va changer beaucoup de choses. Et le mode de vie va aussi jouer un rôle important. On a par exemple beaucoup parlé de l'augmentation des risques chez les personnes diabétiques suite à la consommation d'œufs, l'augmentation des risques cardiovasculaires. Et ça, c'est avant tout lié à cette inflammation à bas bruit qui existe. Et tu connais sans doute ce terme d'inflammation de bas grade systémique et qui existe chez des gens qui sont notamment diabétiques, comme atteints d'autres
pathologies dites modernes. Donc en fait, le problème est plus ce terreau inflammatoire qui existe et qui va effectivement augmenter le risque. Mais ça n'a rien à voir avec l'œuf en tant que tel. Et aujourd'hui, quand on prend les méta-analyses, c'est-à-dire des études qui synthétisent les publications, donc c'est un poids scientifique qui est plus important, on n'a pas, encore une fois, de lien de causalité. On voit effectivement qu'on a des personnes qui sont dites hyper répondeurs, c'est-à-dire que suite à la consommation d'un œuf par jour, par exemple, le taux de cholestérol va augmenter un petit peu, mais ce n'est pas pour autant associé à un risque athérogène, à un risque cardiovasculaire. Ce que ne dosent pas en fait les auteurs dans la plupart des publications, c'est ce qu'on appelle le LDL oxydé, qui lui est un marqueur cardiovasculaire qui est plus pertinent. Tu m'as un peu perdu là avec le LDL oxydé. Et en fait, quand tu parles du bon et du mauvais cholestérol, okay. On a tendance à dire que le HDL c'est le bon cholestérol et le LDL cholestérol c'est le mauvais. Sauf qu'il n'y a ni bon ni mauvais, les deux ont leur rôle. Et souvent, quand on va dire à une personne qu'elle a un excès de cholestérol, on parle du LDL. Sauf qu'en fait, au-delà du LDL, c'est la façon dont ce transporteur, parce que le LDL cholestérol, c'est juste un transporteur, entre guillemets, et s'il est oxydé, c'est-à-dire que s'il est attaqué par des molécules qui vont accélérer le vieillissement cellulaire, ce qu'on appelle le stress oxydatif, ces marqueurs peuvent, ces transporteurs peuvent effectivement augmenter le risque. Et c'est pas le problème du transporteur, c'est le problème de l'oxydation. Du stress oxydatif. Exactement. C'est quoi ça, le stress oxydatif ? En fait, c'est un principe de vie. En ce moment, on est en train de respirer tous les deux, on a 1 ou 2% de l'oxygène qui va être dévié vers des voies pour faire fonctionner notre immunité, pour bien cicatriser si on va se blesser, etc. Donc c'est un élément de vie, c'est-à-dire qu'on a absolument besoin de stress oxydatif pour vivre et pour évoluer. Quand on fait du sport, par exemple, on va provoquer beaucoup de stress oxydatif et c'est ce stress oxydatif qui nous stimule pour renforcer nos défenses et qui fait qu'on va augmenter nos capacités, etc. D'accord, donc c'est de l'autodestruction, un petit peu, c'est le principe mais qui est normal. Voilà, tu sais, le principe d'Hormèse qui est que, en fait, un même stimulus peut être positif ou peut être délétère en fonction de sa durée, de son intensité, et puis surtout de celui qui reçoit, en fait, ce stimulus. Donc, en fait, si tu as un stress qui est mineur, mais que tu cumules à beaucoup d'autres facteurs de stress oxydatif, au final, la balance peut être déséquilibrée. Par contre, si tu contrôles bien ce système, c'est quelque chose qui, au contraire, est très positif. Okay. Donc, quand on parle en fait de stress oxydatif, on devrait parler d'excès de stress oxydatif ou de balance oxydative déséquilibrée. C'est-à-dire qu'il y en a trop par rapport à nos systèmes de défense. D'accord. Et justement, par rapport à cette histoire de cholestérol, si on revient, ouais. Les gens chez qui, effectivement, on voit une augmentation du risque, c'est des gens qui ont déjà une balance oxydative, tu vois, qui est déséquilibrée. D'accord. Donc, en gros, ce que je comprends tout de suite, c'est que c'est pas jamais, finalement, que l'alimentation, c'est tout ce qui va à côté. C'est-à-dire que le stress oxydatif, ça va être ta quantité de stress, de sport que tu fais, plus ou moins, trop, de fatigue accumulée, et de toute l'ambiance autour, de si tu fumes, de si tu respires des pots d'échappement. Oui, de ton sommeil, la qualité de ton sommeil, etc., de tous les polluants, effectivement, des médicaments si tu as un traitement en particulier. Donc, c'est le cumul qui est important à regarder. Et justement, dans l'œuf, en fait, sous prétexte qu'il contient un peu plus de cholestérol, on l'a associé directement à ce risque cardiovasculaire. Alors que justement, quand on écarte ces fameux biais, ces facteurs de confusion, c'est pas associé à un risque. Et chez les personnes chez qui on a une petite augmentation du taux de cholestérol, voire certaines ont des augmentations qui sont significatives, on sait que la taille des transporteurs évolue aussi. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de techniques, mais pour te répondre un peu par rapport à ta question. En gros, ça dépend de plein de choses. Exactement, au final. Et on ne peut pas incriminer l'œuf comme étant le responsable, le grand coupable dans l'histoire. Et au contraire, dans l'œuf, tu as des composés qui sont plutôt protecteurs, dont on parle peu. C'est déjà des protéines de très bonne qualité, et ça, la plupart des gens aujourd'hui l'entendent. Mais on a des composés comme la choline, par exemple, qui est un nutriment qui est très important, notamment pour la synthèse des phospholipides au niveau des neurones, pour notre fonctionnement cérébral. Et l'œuf a cette caractéristique d'en être très riche, notamment le jaune d'œuf, comme de la vitamine A. Bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais en fait, à trop se focaliser sur l'histoire du cholestérol, en fait, on en perd tous les autres bénéfices. Exactement. Donc, tu persistes tes signes, 2 œufs par jour. Alors, oui, clairement. Tu vois, et aussi pour les enfants.
Alors pour les enfants, ça dépend de quel âge, mais effectivement, quand on parle de jeunes ados, d'enfants d'une dizaine d'années, un œuf par jour. Voilà. 2, c'est... À partir des adultes, quoi. Oui, et encore, tu peux tout à fait donner un œuf par jour tu peux tout à fait conseiller un œuf par jour à une personne adulte, donc il n'y a pas d'obligation à en consommer 2, mais il n'y a pas pour autant de crainte majeure à avoir si tu manges 2 œufs à la coque. Encore une fois, ça dépend si tu vois, tes œufs, tu les manges, comme je le dis, à la coque au petit déjeuner, ou si tu vas les consommer sous forme de beignets avec tous les autres composés. Ou en quiche avec Max Fromage et lardon. Par exemple. Finalement, moi, quand j'ai lu ton livre, je me suis dit que finalement, tout allait. Enfin, tu vois, toutes les idées reçues qu'on lit, on se dit, OK, le café, un peu, mais pas trop. Le chocolat, un peu, mais pas trop. L'avocat, plus rarement que beaucoup, mais voilà, c'est quand même intéressant. Qu'est-ce qu'il faut vraiment éviter en matière d'alimentation, finalement ? Parce que, en fait, quand on lit ton livre, finalement, à part les poudres protéinées que tu déconseilles plutôt, il n'y a pas vraiment grand-chose à éviter absolument. Alors, je ne sais pas que je les déconseille, en fait. J'indique qu'elles ne sont pas indispensables. Et tu vois, la nuance est importante. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu parles des Alors, protéines... qu'est-ce qui n'est pas indispensable ? Qu'est-ce qui n'est pas indispensable ? Déjà, commencer par les AUT, les aliments ultra transformés. Tout simplement, si tu vas vers une alimentation qui est brute, c'est-à-dire qui n'a pas été transformée, on sait pour beaucoup de raisons, et pour des raisons encore qu'on ne connaît pas ou peu, qu'on a un effet qui est bénéfique, et notamment par rapport au respect de ce qu'on appelle la matrice alimentaire, c'est-à-dire l'organisation structurelle de l'aliment. Pendant très longtemps, on s'est basé sur, et on continue parfois à se baser sur la composition en vitamines, en minéraux, en glucides, en protéines, etc. Mais quand tu vas croquer dans un brocoli, dans une pomme ou autre, la façon dont est organisée cette pomme est très importante, notamment pour l'assimilation des nutriments et pour des interactions qu'on ne connaît pas forcément. Donc donner un conseil très simpliste de manger un produit brut, c'est pour moi déjà le premier des conseils. Les aliments ultra transformés, pour qu'on comprenne bien, c'est quoi ? Est-ce que c'est le plat Picard, enfin, pour pas les citer, mais voilà, le plat congelé, je sais pas moi, poisson, légumes en sauce, est-ce que ça c'est de l'alimentation ultra transformée ? Ou est-ce que c'est plutôt les bonbons type les M&M's ? C'est quoi le dose ? Comment est-ce qu'on sait que c'est un aliment ultra transformé ? Entre il y a les aliments cuisinés, en conserve, les congelés. Qu'est-ce que c'est vraiment l'alimentation ultra transformée ? Parce que finalement, quand j'en parle, moi, tout le monde me dit mais personne, moi j'en mange jamais des aliments ultra transformés. Mais finalement, on en mange quand même pas mal. Oui. En fait, c'est une question d'échelle. Et effectivement, on n'a pas d'échelle officielle aujourd'hui au sens d'une réglementation. Et c'est ce qui génère aussi un petit peu de confusion autour de ça. On a eu un rapport de l'ANSES il y a quelques temps qui génère beaucoup de questions justement sur que sont réellement les aliments ultra transformés et quels sont les effets sur la santé. On a ce qu'on appelle l'indice NOVA, NOVA 1 à NOVA 4. Mais ça, l'indice NOVA, il faut aller sur Internet, c'est compliqué. C'est ce que même Yuka le donne pas. Oui, non, parce que Yuka a son propre référentiel et Nova est issu de publications où justement les auteurs ont cherché à quantifier le niveau de transformation. Donc quand tu parles d'un plat cuisiné que tu vas acheter surgelé avec des légumes, un peu de poisson, il y a un premier niveau de transformation, mais ça n'a rien à voir avec le paquet de gâteaux secs ou les sodas que tu vas boire pour pas citer de marque, etc. Donc là, on est dans ce qu'on appelle l'ultra-transformation et c'est notamment l'usage des additifs et de ce qu'on appelle le cracking. C'est-à-dire que quand tu vas utiliser par exemple une farine, l'industriel va pouvoir utiliser d'un côté le gluten, de l'autre côté l'amidon, et il va fractionner l'amidon dans ce qu'on appelle les maltodextrines, qui sont des petites fractions d'amidon, etc., etc. Donc en fait, d'une matière première, on va en extraire énormément d'ingrédients qui vont être rajoutés dans une recette industrielle pour faire le paquet de biscuits secs ou le paquet de M&M's pour reprendre tes propos, etc., qui font qu'au final, effectivement, tu t'éloignes complètement de l'aliment originel. Et malheureusement, quand tu lis une liste d'ingrédients sur un paquet, tu vas voir la composition en
en micronutriments, en macronutriments en fonction de ce qu'a voulu mettre aussi l'industriel. Tu vas avoir la liste des ingrédients, mais tu ne vas pas avoir le niveau de transformation. Oui. Donc c'est quoi en fait, comment est-ce qu'on les repère? C'est en voyant des ingrédients qu'on n'a pas dans ces placards, par exemple, si on voit écrit dextrose, maltodextrine, saccharose, lécithine, des mots comme ça, en fait, ça, c'est indicateur d'ultra-transformation. Oui, alors ce que je dis souvent, c'est déjà tout ce qui ne vient pas de la nature, c'est-à-dire un arbre à cornflakes, ça n'existe pas, une fontaine à coca, ça n'existe pas. Oui, mais par exemple, un arbre à plat surgelé, poisson, légumes, sauce. C'est pour ça que je caricature. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est facile de les repérer, les bonbons, les Kinder Bueno, ça, on voit, tu vois. Donc, sur les plats transformés, en fait, tout dépendra après de la façon dont tu vas cuire. C'est-à-dire que si tu prends un poisson et que tu vas le cuire à la vapeur, par exemple, ça n'aura pas le même impact que si tu prends le poisson qui va être grillé et qui va être parfois carbonisé si tu le laisses au barbecue trop longtemps. Et l'impact sur la santé, on parlera des polluants, ça fait partie, en fait, des composés qui vont être présentes dans l'aliment, qui vont être transformés et qui peuvent poser problème. Donc pour te répondre sur le côté des plats cuisinés, déjà d'avoir une liste d'ingrédients qui est la plus courte possible. Alors ça ne veut pas dire que les ingrédients seront de bonne qualité, mais au moins ça te dira qu'il y a un niveau de transformation effectivement qui sera moindre, de faire attention aux additifs. Mais en fait quand je dis ça, je dis tout et rien à la fois. C'est-à-dire que tu as plus de 300 additifs aujourd'hui qui sont autorisés en France et tu as des niveaux de... sans parler de toxicité, mais en tout cas des questionnements autour de leur innocuité qui vont être différents en fonction du type d'additif. Et ça, tu peux pas le savoir au sens où, à moins que que tu sois expert du sujet, toxicologue, etc., aujourd'hui, la très très grande majorité des gens et des professionnels ne connaissent pas l'intégralité des additifs et leurs effets sur la santé. Mais plus on avance dans la littérature scientifique et plus on se rend compte qu'effectivement, ces ingrédients, ces additifs ne sont pas aussi dénués d'effets qu'on pourrait l'imaginer. Tu as notamment la classe des émulsifiants. C'est ce qu'on va utiliser pour foisonner, par exemple, quand tu achètes une crème glacée, une mousse au chocolat, une mousse à la noix de coco, etc., industrielle. En fait, pour stabiliser cette mousse, c'est pour utiliser peu de matière grasse. En fait, on va utiliser beaucoup ces émulsifiants. Et sans être trop barbare dans les noms, mais on parle de carboxyméthylcellulose, de polysorbate 80, etc., de gomme de guar, de carragénate, comme de xanthane. Exactement. Et tu vois, typiquement... Ça, on le voit beaucoup, par exemple. Oui. Parce que voilà, typiquement, je pense que les yaourts, les desserts lactés, par exemple, c'est typiquement des aliments où on ne se rend pas du tout compte du degré de transformation. Parce que tu peux avoir le yaourt de base nature, plus ou moins fermenté. Voilà, fermenté. Même si tu mets un petit peu de miel dedans ou de confiture, c'est plutôt hyper intéressant. Et par contre, tu peux avoir l'espèce d'un peu de mousse, mais qui est vendue en mode super canon. 0%. Voilà, 0% calcium, tout le barda qui va avec. Et là, par contre, tu vas avoir la grosse ultra-transformation dont on ne se rend pas du tout compte. Exactement. Et les enfants en raffolent, les parents sont rassurés, par exemple. Et tu vois, au niveau notamment des végétaux, alors là, tu as ces notions de dessert lacté, mais quand tu parles de nuggets de soja, de saucisses de soja, etc., on utilise beaucoup ce qu'on appelle les carragénanes. Et les carragénanes, aujourd'hui, on sait très bien que sur les risques de cancer colorectal, notamment, c'est un impact qui est important. Ça a été démontré chez la souris, dans ce qu'on appelle des modèles précliniques, mais aujourd'hui les données chez l'homme et notamment par rapport au microbiote intestinal sont tout sauf négligeables. On parlait des gommes de guar ou de gare à ce niveau-là. Tout ce qui était conseillé pendant très longtemps en alternative en fait à d'autres additifs, on se rend compte que là aussi c'est pas forcément aussi anodin que ça. Donc j'en reviens à mon conseil ultra simpliste de consommer des aliments bruts, c'est-à-dire qu'au-delà de la partie déjà nutritionnelle, dans l'association à des additifs, quelle que soit leur catégorie, puisque là on parlait des émulsifiants, mais on peut parler des édulcorants, on peut parler des colorants. Tu as dû suivre l'actualité aux États-Unis où on a justement une liste de colorants qui ont été interdits à très juste titre, ou en tout cas qui sont en cours d'interdiction 2025-2026. Et d'ailleurs, les experts comparaient énormément les produits européens aux produits américains en montrant en fait finalement qu'il y avait des céréales colorées
moins brillants, moins colorés en Europe, avec des additifs un peu plus autorisés par rapport aux Américains. Oui, alors après, dans la liste qui est en cours d'interdiction, puisqu'en fait c'est un échelonnement de 2025 et 2026, on a déjà certains additifs certains colorants qui sont interdits en France. Je pense notamment à 2 en Union européenne, au-delà de la France, et d'autres qui sont autorisés dans des conditions, tu vois, très particulières. Notamment, tu as des colorants pour le rouge que tu vas retrouver dans des cerises confites, où étonnamment, en fait, l'Union européenne autorise ce colorant dans les cerises confites et ne va pas l'autoriser dans d'autres catégories d'aliments. Donc on voit il y a quand même un certain nombre de flou par rapport à ça. Mais en fait, c'est vrai qu'avec cette annonce, ils sont passés d'un stade plutôt laxiste à un stade plutôt prudent par rapport à l'Union européenne. Et donc ça amène à s'interroger. Ça, c'est très bien, parce que ça peut faire bouger un petit peu les frontières. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a du progrès, parce que déjà, il y a une nouvelle génération d'experts qui arrivent, qui ont un peu plus de 35, 45, qui ont vraiment envie finalement de faire aller mieux, qui se rendent compte en fait des dégâts de tous ces additifs. Donc, si j'entends clairement, c'est cuisiner maison avec des aliments hyper de base, non transformés, voilà, avec normal de sucre, normal de sel, mais finalement c'est assez simple. Là, tu me parles beaucoup d'additifs et finalement de produits qui ont été un peu autorisés. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Est-ce qu'on a ouvert les vannes dans les années 70-80 en se disant c'est super, tout le monde mange à sa faim, on fait max de thunes, allons-y. Et là, qu'est-ce qui est en train de se passer en fait ? Il y a une prise de conscience. Qu'est-ce qui se passe en fait avec l'alimentation là en ce moment, au niveau des autorités, de l'expertise ? Il y a un espèce de bouchon, j'ai l'impression. Ouais. C'est une très bonne question. Il me faudrait beaucoup de temps pour te répondre à tout ça, mais de manière assez simple, il ne s'agit pas de décrier l'industrie agroalimentaire dans sa totalité, mais déjà de se... Il y a eu des abus. Et voilà, ce que j'allais te dire, c'est de se resituer au niveau du contexte. C'est-à-dire que historiquement, l'industrie post-Seconde Guerre mondiale, elle s'est développée aussi parce qu'on avait ce souci de nourrir le plus grand nombre, et notamment de manière assez économique. Donc je ne vais pas dire que le point de départ était positif, mais en tout cas l'intention n'était pas forcément celle qu'on a aujourd'hui. Et effectivement, dans les 30 glorieuses, les années 80-90, on a eu une explosion de cette industrie agroalimentaire et de la façon dont on pouvait augmenter les rendements, tout simplement. Et donc ça veut dire effectivement utiliser des matières premières qui ne sont pas forcément très nobles, de les craquer au sens du cracking dont je parlais à ce niveau-là, d'utiliser des additifs qui en fait sont des nébuleuses quelque part, au sens où on a des données à un moment donné de toxicologie, mais qui sont en général réalisées sur des modèles animaux, sur des modèles, ce que je disais tout à l'heure, précliniques, et on n'a pas forcément de recul à l'échelle humaine sur le long terme. On a un effet d'addition qui fait que tu analyses un additif, mais tu n'analyses pas l'aliment qui va contenir 2, 4, 10 additifs, voire davantage parfois. Et donc consommer pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et là, il y a cet effet cumulatif dans la dose d'un additif et dans l'association des additifs entre eux. Et tu rajoutes le mode de vie dont on parlait avec le sommeil de mauvaise qualité, la sédentarité, les autres polluants, etc. Tout ça fait qu'au final, on ne peut pas en fait objectiver de manière très concrète l'impact de tel additif sur la santé. Par contre, voilà, excuse-moi, mais on voit ce cumul, tu parlais de bouchons, au sens où effectivement on voit bien qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont entre guillemets discordants et qui nous amènent à se questionner en fait sur les politiques ou sur les actions qu'on a menées. Et c'est là où je reviens encore une fois à un conseil ultra simpliste de consommer des aliments bruts comme de bouger. Et je sais que là je prêche une convaincue à ce niveau-là, d'être dans un mode de vie qui est cohérent par rapport à ce pourquoi on est programmé, comme sans dire qu'on est programmé pour manger des produits bruts, mais en fait d'avoir un mode de vie qui est simplement cohérent avec effectivement notre évolution au cours du temps. Ça me paraît un élément très important. Ouais, mais alors tu vois, moi je suis la première convaincue, bien manger, aliments bruts, fait maison, faire du sport, essayer de bien dormir. Je suis pas encore au top sur ça, mais... Et moi je suis malgré tout touchée par une maladie auto-immune. Ça m'a mis en colère. Je suis encore au stade colère, tu vois, mais bon, je suis aussi en stade de solution. Donc je cherche, je creuse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Est-ce que tu peux nous expliquer
je suis pas dans le complot et je pense pas qu'il y ait eu un complot général. Je pense qu'il y a eu plutôt max d'abus, rien à foutre, c'est bon, on y va, c'est pas grave. Et que là, on est un peu en prise de conscience, en fait, générale. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, par exemple, pour un additif? Qui l'autorise? Qui explique que c'est sans danger? Et comment on se rend compte que finalement, ça va pas? Alors, est-ce que tu veux qu'on parle du côté maladie auto-immune ou du côté additif? Non, mais par exemple, pour n'importe quel additif. Par exemple, moi, j'ai bu énormément de Coca Light. Je dis pas que tout est la faute du Coca Light, mais j'en ai bu énormément. En fait, ma mère était rassurée en se disant, parce que c'était dans les années 90, mon père avait un peu de maladie cardiovasculaire et tout. Donc, faut faire manger sans sucre. C'était la mode du sans sucre, Canderel et tout. Donc, elle nous a acheté énormément de Coca Light. J'en ai bu énormément. J'adore encore ça, malheureusement, parce que tu vois, ça a été un réflexe pavlovien, Coca Light. Donc, par exemple, pour mettre sur le marché du Coca Light en France ou en Europe, qui explique que c'est super OK et sans danger, qui valide, et comment est-ce qu'on se rend compte que finalement ça ne va pas? Parce que là, on comprend bien, par exemple. Ok. Alors, si on a un peu de temps après, je parlerai justement du lien entre le mode de vie et les maladies auto-immunes, parce que c'est un élément hyper important et très intéressant rapport à ce que tu indiques. Mais pour te répondre, en fait, en général, déjà, on ne va pas étudier l'effet du Coca Light, on va étudier l'effet de chaque ingrédient et de chaque additif de manière isolée. Donc, je reboucle un peu sur ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Mais si on va prendre par exemple l'aspartame ou l'acésulfame de potassium, ça peut être le sucralose, ça peut être la stevia. Donc tout ça, c'est les édulcorants. Les édulcorants intenses. Donc on va en fait étudier d'abord sur des modèles in vitro, après sur des modèles animaux. On va voir effectivement quelle est la dose à partir de laquelle on va voir apparaître un risque. On peut parler de cancer, on peut parler d'insulinorésistance, de troubles métaboliques, etc., d'obésité. Mais on va en tout cas analyser sur certains critères la dose. Mais on l'analyse sur des rats. Voilà, ce que j'allais y venir par rapport à ça, sur des souris ou des rats. Et de là, on va avoir un facteur de conversion, si tu veux, non seulement à l'espèce humaine, et après, dans l'espèce humaine, on va rajouter un autre facteur de prévention, au sens où on va dire peut-être qu'il y a un risque potentiel à une dose, je dis n'importe quoi, de 1 microgramme. Et donc, par précaution, on va diviser la dose autorisée par 10, par 100, en fonction du niveau de certitude qu'on va avoir, pour justement écarter au maximum le risque. Donc effectivement, il y a deux biais. C'est le biais passage animal chez l'humain, et chez l'humain, quelle est la dose que tu peux recommander comme étant non nocive, tu vois, par rapport à une dose qui est nocive, et par rapport à cet effet de cumul. Et ce qu'on voit sur... En fait, c'est un peu au doigt mouillé, quoi. C'est plus des analyses très long terme que malheureusement, effectivement, on ne prend pas le temps de réaliser, parce que y a aussi une pression économique, et sans du tout rentrer dans la théorie du complot. Oui, non, ou je autre. ne pense pas que ça a été un complot. Non, ça a été comme ça, quoi. Moi non plus. C'est juste qu'effectivement, l'aspartame, de prime abord, c'est très intéressant, parce que ça te permet d'avoir effectivement un coca avec 0 calories et cette saveur sucrée. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on sait pertinemment, c'est que cet aspartame, comme la très grande majorité, pour ne pas dire tous les édulcorants intenses, altère la diversité du microbiote intestinal. Et ça, c'est les bactéries qui sont dans notre intestin, à peu près 40 000 milliards de bactéries, et ces bactéries sont essentielles à notre bonne santé. On a 40 000 milliards à peu près, de bactéries dans notre intestin. Chaque personne a 40 000 milliards. En moyenne, oui. On se rend pas et compte on a ce que 1,5 kg, et on a des virus, il n'y a pas que des 1,5 bactéries. 1,5 kg de bactéries dans nos intestins. Exactement. Donc, on a plus de bactéries qu'on a de cellules dans l'organisme. Donc après, c'est 1,5 kg par rapport à 68 kg. Eh ben quoi? Non, par rapport au nombre de cellules, en fait. Nombre de cellules. Oui. Donc, parce que c'est plus concentré, c'est quoi? C'est surtout que la taille n'est pas du tout la même à ce niveau-là. Donc, en fait, souvent, on parle on a plus en quantité, on parle de quelques dizaines de milliers de milliards de cellules qui sont dans notre organisme, et versus 40 000 milliards. Avant, on disait plutôt 100 000 milliards. Aujourd'hui, quand on regarde la littérature, on parle de 38 000 à 40 000. Après, ça peut varier. On a à peu près 160 espèces différentes bactériennes, chacun, alors avec des profils différents. Donc, le sujet du microbiote, il est
il est passionnant, mais... Un autre podcast. Voilà, tout ça pour dire que sur ces édulcorants intenses, si on revient sur l'histoire de l'aspartame, en fait, ce sont des composés qui sont ce qu'on appelle des bactériostatiques, c'est-à-dire qui vont interagir effectivement avec le monde microbien et dont le microbiote. Et ça, on s'en rend compte seulement depuis 5-10 ans. La première publication qui a fait un petit peu office de référence, c'est une publication qui est sortie dans Nature en octobre 2014. Donc, c'est ça, ça fait 11 ans par rapport à aujourd'hui. C'était sur des modèles animaux où on a vu qu'en fait, l'exposition à cet édulcorant augmentait la résistance à l'insuline, qui augmentait la prise de poids, alors qu'on donne un édulcorant justement pour éviter cet effet. Et les années ont passé, on a commencé à publier chez l'homme, on a vu qu'effectivement ces effets étaient constatés, et aujourd'hui on a des méta-analyses, donc ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire des publications qui ont un poids scientifique plus important, qui confirment chez l'homme qu'effectivement, je dis là, tous les édulcorants intenses exerce un effet négatif sur la diversité du microbiote. Et ça, c'est pour un ingrédient d'un soda. Exactement. Donc, quand tu le cumules dans le temps et à d'autres ingrédients, c'est là où je parlais d'aspect nébuleux tout à l'heure. C'est qu'on ne sait pas vraiment. C'est ça. Donc, en gros, pour résumer, les industriels qui essayent, c'est normal, voilà, c'est la loi du marché, en tout cas en ce moment dans le monde dans lequel on vit, affirment que c'est OK, avec plutôt des indications au doigt mouillé. Les autorités autorisent, et c'est 15 ans, 25 ans plus tard qu'on se rend compte qu'en fait, ça va pas. Disons que c'est trop tard, tout a été fait, le mal a été fait, quoi. C'est surtout la réglementation qui va te dire on peut ou on peut pas. Tu vois, l'industriel doit apporter, si en fait un industriel veut apporter un additif, même un micronutriment, ou pas plus qu'un micronutriment, pardon, mais un composé actif issu d'un végétal, etc., qui voudrait utiliser par exemple en complément alimentaire, c'est à l'industriel d'apporter la preuve de l'innocuité, effectivement, du composé. Donc ça, c'est des dossiers scientifiques, réglementaires qui sont extrêmement lourds pour pouvoir convaincre en fait une réglementation d'un pays de dire ok, tu peux utiliser cet ingrédient à tel dosage, etc. Mais après, les experts d'un pays, là on peut parler de la France ou de n'importe quel autre pays, sont là effectivement pour statuer sur l'évaluation d'un risque et de cette évaluation va découler l'autorisation ou non en fait d'utiliser les ingrédients, quoi. Alors, tu as un discours très politiquement correct, mais en gros, on peut dire que ça n'a pas bien été fait pendant au moins 15-20 ans. Alors, l'idée, c'est pas d'être politiquement correct, c'est de montrer qu'il y a tout un processus et qu'effectivement, finalement, on peut respecter le processus et se rendre compte, comme tu le dis très bien, après 15, 20 ou 30 ans, qu'il y a un véritable problème. Et c'est pour ça que je donnais l'exemple tout à l'heure des émulsifiants avec cette histoire de microbiote intestinal, parce qu'en fait, les émulsifiants, là aussi, interagissent avec le microbiote. Et plus on avance, plus on se rend compte que non seulement le microbiote est essentiel pour notre santé, mais que justement, tous les polluants, de manière générale, au-delà des additifs alimentaires, vont impacter négativement notre microbiote, ce qui va impacter notre santé. Je vais donner un autre exemple sur les farines de blé. En fait, on utilise, alors pas en France, c'est interdit, justement, si on parle de réglementation, ce qu'on appelle la dessiccation. C'est-à-dire que la dessiccation, c'est un procédé où les agriculteurs vont utiliser en fait des pesticides pour faciliter la récolte du blé ou la récolte des légumineuses, etc. C'est pas spécifique au blé. Okay. Et donc ça facilite non pas la culture, mais la récolte. Okay. Et donc il y a un délai entre la fin de l'usage de ce pesticide et la récolte. Et après potentiellement la consommation. Et selon les pays, selon les céréales ou les légumineuses, tu as des variantes à ce niveau-là. En France, par exemple, on ne peut pas faire de dessiccation du blé. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser les pesticides dans ce cadre-là. Par contre, si tu utilises un blé qui est issu du Canada, d'Amérique du Nord ou d'autres pays, ils peuvent l'utiliser avec un certain délai. Et on sait aujourd'hui qu'on a des résidus de pesticides dans ces farines de blé qui vont impacter notre microbiote. Le glyphosate, par exemple, on a une publication qui montre que 54% des bactéries, des variétés de bactéries, des espèces de bactéries qui sont présentes dans l'intestin sont sensibles au glyphosate. Et notamment des personnes qui se disent parfois hypersensibles non cœliaques au gluten sont des personnes qui développent
ce qu'on appelle une dysbiose intestinale, c'est-à-dire une perturbation du microbiote par l'excès en fait de ces pesticides qui sont utilisés encore une fois au moment de la récolte. Donc on ne peut pas isoler, tu vois, tous les éléments, tout est en interaction et notamment quand je parlais des additifs, mais on voit ici avec cette histoire de pesticides qu'il y a quand même une pierre angulaire qui est cette histoire de microbiote intestinal et qu'on a clairement malmené pendant très très longtemps, qu'on continue à malmener malheureusement avec plein de facteurs liés à notre mode de vie. Et justement, ce qu'on découvre, c'est que ça a des effets qui sont loin d'être... Mais alors, comment est-ce qu'on s'en sort, en fait ? Parce que là, ce que tu es en train de me dire, c'est que tout est vérolé. Parce que finalement... Non, mais là, j'achète de la farine pour faire mes gâteaux maison, parce que je veux que mes enfants mangent des cookies faits maison et tout. Mais finalement, la farine, peut-être qu'elle vient du Canada. On n'est pas forcément sûr à chaque fois que la farine, elle est française. Parfois, voilà, bio, parfois tu achètes bio et puis tu vois agriculture UE et non UE. Donc ça veut tout et rien dire, quoi. Elle vient peut-être du fin fond de la Chine ou du Canada. Enfin, tu vois, on ne sait pas. Tu sais qu'un kilo de blé, il passe entre les mains de plus d'une vingtaine de propriétaires en moyenne via la spéculation alimentaire, effectivement, et les cours mondiaux qui font que effectivement tu peux avoir ta farine de beaucoup de pays différents. Voilà, donc moi je fais mes super cookies maison avec ma farine, mon beurre, mes œufs, mes petites pépites de chocolat bien faites maison, machin. Et finalement, mon blé, parmi un seul des ingrédients, il est dessicqué. Et donc finalement, j'en mange, ma fille en mange, et ça ne résout pas vraiment. Alors même c'est moins pire, il y a quand même... comment est-ce qu'on s'en sort finalement de ça ? Et donc, c'est quoi le résultat ? Il faut manger bio français ? Pas forcément. En fait, c'est pour te répondre, la question, elle est double, voire elle est triple. C'est-à-dire que si on raisonne simplement sur deux aspects, c'est sur l'aspect individuel, c'est-à-dire tes choix à toi, effectivement, de quel aliment tu vas choisir de consommer, quelle filière, etc. Et puis, il y a un aspect politique, collectif, sur du long terme. Et là, très clairement, aujourd'hui, on voit qu'on est dans une impasse. Et je te le disais avant le podcast en off, c'est que effectivement, si on parle de ça, on peut vite être déprimant, mais c'est pas pour être déprimant, c'est juste pour montrer un constat. Et de ce constat naît des solutions, et on en a beaucoup des solutions. Donc pour te répondre sur la dessiccation, encore une fois, elle n'est pas autorisée en France, mais tu peux avoir des méthodes comme l'agroécologie, la permaculture, qui sont des méthodes encore marginales aujourd'hui, et qui au contraire sont extrêmement vertueuses par rapport à l'écosystème pour notre santé, et qui ont démontré des avantages, y compris dans des rendements économiques. Mais ça sous-entend une prise de conscience collective, politique et individuelle. Et c'est là... Politique, collective et individuelle. C'est-à-dire qu'individuel dans tes choix, collectif parce qu'effectivement, tu peux te dire si simplement, moi je fais attention, ça suffira pas. Oui, parce que si le champ d'à côté balance... Exactement. Et politique parce que tu as besoin de légiférer, d'encadrer et tout ce qu'on a pu évoquer à ce niveau-là. Et c'est l'objet en fait de mon avant-dernier livre, le traité de la pleine santé. J'ai plus de 10 000 publications, j'ai plus de 1000 pages qui ont été destinées justement à avoir cette vision la plus systémique possible, de traiter tous les sujets en profondeur. J'ai pas du tout la prétention de dire que je l'ai bien fait. C'est la Bible, le traité de la pleine santé. D'ailleurs, je vous le recommande, mais voilà, ça prend du temps, quoi. En tout cas, je l'ai. Moi, j'ai mis 10 ans. Ça lui prend du temps 10 ans à l'écrire et à rechercher les publications associées. Mais j'ai simplement fait de mon mieux possible pour objectiver les situations, les unes après les autres, pour en faire dégager un discours global qui soit le plus résilient possible. Donc ça ne veut pas dire qu'il sera parfait, ça veut dire qu'il sera, si ce n'est le moins pire, en tout cas le plus adapté sur chacun des éléments pour en extraire quelque chose d'assez simple. Et aujourd'hui, je parlais d'agroécologie, on a énormément de filières qui se développent, qui sont très vertueuses, qui ne sont pas en fait mises en évidence, à mon sens, comme elles pourraient l'être, y compris au sens politique. Donc quand on reprend notre histoire du grain de blé, tu as aujourd'hui des agriculteurs qui font du travail de très bonne qualité, qui respectent les sols, tu as des boulangers qui vont utiliser ces grains, tu vas avoir une filière courte qui va faire que tu vas aussi valoriser économiquement ce boulanger, tu vas valoriser l'agriculteur qui a fait ce travail. Donc en fait, des modèles vertueux, on en a beaucoup. Mais je donne souvent cette notion, encore une fois très simple, de manger des produits bruts, de saison, des produits locaux, donc des filières courtes, et avec le moins d'intrants chimiques. Donc tout ça, ça peut paraître extrêmement abstrait, mais ça a du sens sur chaque critère. Et ça montre que si on pense système,
En fait, on a des solutions. La difficulté, c'est que si on pense système à l'échelle individuelle, effectivement, c'est limité. Oui, il y a plein de choses qu'on ne pourra pas résoudre. Par contre, si on pense encore une fois à l'échelle et collective et politique, là, on a des leviers. Tu sais, la Covid, on a tous ce souvenir des gens qui allaient se battre pour acheter du papier toilette, etc. Tu as des promotions de Nutella qui font que les gens vont aussi se battre pour aller acheter des pots de Nutella. Donc, on voit que le critère économique est un élément important. Et pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce qu'au lieu de se battre sur des achats, on peut aussi décider d'arrêter ces achats. Si demain, tous, à l'échelle collective, on décide d'arrêter d'acheter produits X ou Y, et je ne vais pas en citer un parce que voilà, ça boycott peut être... d'aliments ultra transformés, bourrés de pesticides. Et l'industriel n'aura pas d'autre choix que de revoir sa composition, et il va la revoir très rapidement. Tu parlais du Yucca, un des effets vertueux de Yucca, c'est que ça a modifié énormément de formulations. Alors, pas forcément pour les bonnes raisons, c'est-à-dire que les industriels voulaient juste avoir un code vert au lieu d'avoir un code rouge. Ils n'ont pas forcément été plus loin dans la réflexion, mais ça fait bouger les frontières. Donc, si demain, nous, tous, on décide d'arrêter d'acheter un aliment, là, c'est le collectif. Ça va faire bouger les choses très, très vite. Regarde ce qui s'est passé pendant le confinement, où toutes les filières qui se sont développées, notamment sur des filières courtes, etc., le travers, c'est qu'on a repris nos habitudes très vite derrière. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, on a gagné plus de 12% d'émissions de gaz à effet de serre l'année du confinement. C'est la seule année où on a eu une réduction. Donc on voit qu'il y a des choses parce qu'on est resté chez nous. Exact. Mais oui, mais ça a entraîné des changements d'habitude, si tu veux. Donc sous la contrainte, donc il ne s'agit pas d'être dans la contrainte, mais ça montre qu'un mouvement collectif peut très vite avoir des effets très marqués. Et ça, c'est très positif, en fait. Et malheureusement, on ne l'appréhende pas forcément à la hauteur de ce que ça peut générer, quoi. Donc, moi, j'ai une question un peu plus large sur l'état de santé, en fait, global, mais bon, parlons quand même des Européens. On voit quand même... Alors, avec une nuance, on est en bien meilleure santé qu'au Moyen-Âge, qu'à la Renaissance ou même qu'au début du XXe siècle, il faut quand même le dire. On vit mieux, on est mieux soigné, les enfants meurent beaucoup moins, les femmes enceintes vivent. Enfin voilà, il faut quand même admettre qu'il y a eu un énorme progrès. Sauf que là, j'ai l'impression qu'on s'aperçoit un peu d'une limite où il y a quand même une explosion de cancers. Même si les cancers sont de mieux en mieux soignés, il y a quand même une explosion des cas. Chez les femmes, chez les enfants, voilà, des cancers d'enfants. Aussi de plus en plus d'allergies. L'obésité qui continue d'augmenter, et on voit bien que ce n'est pas qu'une question de réduction de calories. Les maladies auto-immunes. Et les maladies auto-immunes qui explosent, notamment chez les femmes. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? Est-ce que c'est l'alimentation ? Est-ce que c'est un tout ? Parce que finalement, tu as quand même une approche un peu holistique, Anthony, c'est-à-dire globale. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé là ces 20 dernières années ? Est-ce que c'est ces 20 dernières années ? Non, c'est pas ces 20 dernières années. Effectivement, on parle souvent, encore une fois, des 30 Glorieuses qui ont quand même été un point de bascule important. On peut même remonter en amont sur la post-Seconde Guerre mondiale. On peut parler de révolution verte. Bon, il y aurait plein de choses à dire autour de ça, mais le constat, c'est qu'effectivement, on a une explosion de la prévalence des fameuses maladies de civilisation qui sont celles que tu as indiquées. Les maladies de civilisation. Qui sont effectivement des maladies qui sont associées en fait en grande partie à notre mode de vie. Et tu vois, pour l'histoire des maladies auto-immunes comme des allergies ou des cancers, etc., on a toujours une part génétique et une part environnementale. Simplement, en fonction de la pathologie, des fois, la part génétique va être faible, la part environnementale va être importante. La part environnementale, c'est la part dite épigénétique, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors, épigénétique. Voilà. C'est pas tes gènes, c'est comment ton environnement agit sur tes gènes. Exactement. Et l'alimentation, donc pour te répondre, oui, l'alimentation joue un rôle, mais pas uniquement. L'activité physique, le sommeil, la sociabilisation également, et le niveau d'exposition aux contaminants sont des facteurs qui jouent énormément sur l'expression de nos gènes. Niveau d'exposition aux contaminants, ça c'est un terme qu'on n'a jamais vraiment abordé dans le podcast. C'est vrai que la socialisation, voilà, le sport et tout, on en parle beaucoup, mais l'exposition aux contaminants, c'est quoi ça veut dire quoi ? Eh ben, c'est l'histoire des additifs, par exemple, qu'on a cité, l'histoire du blé, c'est-à-dire que, en fait, dans l'environnement, on va avoir des composés qu'on appelle des xénobiotiques, étrangers, biotiques à la vie. Donc, ça va être le glyphosate, ça va être l'aspartame, ça va être un médicament,
ça va être l'alcool, ça va être le tabac, ça va être la caféine par exemple, etc. etc. Et c'est quoi aussi les pots d'échappement? Oui, tout à fait, ce qu'on appelle les POP, les polluants organiques permanents ou persistants, on parle de polluants éternels également. Et là, on les produits ménagers. Les retardateurs de Les flammes lessives. que tu vas avoir dans les télés, dans les écrans, dans les smartphones, que tu vas avoir dans les murs avec les peintures, etc. Donc aujourd'hui, on en a partout parce qu'on est effectivement, on a raisonné soit sur un principe économique, soit sur un principe court terme, sans évaluer en fait, encore une fois, les effets à long terme. Et c'est toujours cette question de cumul sur le long terme et du cumul d'éléments qui amène à se poser des questions en fait sur les effets. Donc là, tu es en train de nous entraîner dans un vortex de l'abîme, de la dépression et du on est tous foutus parce que tout ce qu'on respire, touche, boit, porte, rien ne va en fait. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Là, et mais il y a des choses qui vont et dont on ne parle pas assez, en fait. Et c'est surtout, c'est comme l'histoire des émissions de gaz à effet de serre, et tu sais que c'est un sujet qui m'est très cher, et c'est notamment quand j'ai commencé à enseigner à l'école polytechnique de Lausanne, à l'EPFL, sur ces enjeux de 2050, c'est-à-dire toutes les projections systémiques un petit peu des modèles alimentaires, qui a été un vrai électrochoc pour moi, parce qu'effectivement, en fait, tu dois sortir de la réflexion individuelle pour être dans des modélisations à long terme et à titre collectif. Et ça peut changer pas mal de choses. Donc ça demande effectivement de revoir des modèles en profondeur. Et pour les émissions de gaz à effet de serre, plus on va avancer et plus on sait qu'on va payer les conséquences tant qu'on ne change pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, mais ça veut dire qu'à un moment donné, effectivement, on a juste une nécessité absolue, c'est si ce n'est d'arrêter les dégâts, en tout cas de les limiter, pour faire en sorte que la cinétique, si tu veux, soit moins forte. Mais par exemple, ces gaz à effet de serre, parce que là, finalement, toi, tu es un expert plutôt nutrition, et là, tu me parles de gaz à effet de serre ou de polluants dans les peintures. Bon, on ne lèche pas les murs tous les jours. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ça, ces polluants-là, ils ont un lien avec notre microbiote intestinal ou des maladies auto-immunes ou des cancers, mais pas des cancers des voies respiratoires, des cancers, d'autres cancers, la prostate, par exemple, je dis un peu n'importe quoi, ou cancer du sein. Ça a un lien avec ces polluants qu'on a. Je ne te répondrai pas par l'affirmative pour chaque polluant et pour chaque pathologie. Mais global, oui. Au global, effectivement. Alors effectivement, moi, mon métier initial, c'est avant tout de parler de la nutrition. Et c'est pour ça aussi que je te parlais un peu de ce virage. Et tu l'as très bien cité. Pour moi, il y a 3 priorités quand tu ingères un aliment. Je ne parle même pas là de lécher les murs ou autre, mais simplement de manger ta pomme. C'est l'aspect toxicologique, l'aspect nutritionnel et l'aspect écologique. Sur la partie des émissions de gaz à effet de serre, ton modèle alimentaire, pas le tien, pardon, mais à l'échelle collective, encore une fois, mondiale, c'est 22 à 37% des émissions de gaz à effet de serre. Donc en fonction du mode de culture, en fonction du mode d'élevage, en fonction de la filière, il y a plein de facteurs qui interviennent, mais ce sont des facteurs qui sont importants en termes d'impact, si tu veux. C'est vertigineux, là, parce que, tu vois, on est en train de se dire que rien ne va. Enfin, du lit de bébé que tu achètes vite fait chez Ikea parce que, voilà, t'es un jeune couple, t'as pas forcément énormément d'argent, puis de toute façon, le lit, il va durer qu'1 an. Ou, tu vois, tous les draps que tu laves 1000 fois parce que ton bébé, il a vomi toutes les nuits. Je veux dire, c'est normal, en fait. Donc, tu laves 1000 fois les draps avec de la lessive de base. Et là, en fait, oui, le bébé, lui, pour le coup, le bébé, il lèche les barreaux du lit ou son matelas. Et donc là, on rentre quand même dans une espèce de système où on est absolument prisonnier. Sans rentrer dans la sobriété heureuse, tu vois, de Pierre Rabhi par rapport à justement cette logique de comment on place le système dans tout ça, c'est juste de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est certain, dans notre modèle. Et aujourd'hui, tous les indicateurs le démontrent. En termes de santé, on parlait de maladies de civilisation. Oui, on vit beaucoup plus vieux, certes, et on le voit, l'espérance de vie augmente dans la plupart des pays, voire stagne dans les pays occidentaux. Par contre, l'espérance de vie en bonne santé commence, elle, à diminuer. L'espérance de vie en bonne santé diminue. Exactement, donc notamment dans les pays occidentaux. Sans prendre de médicaments, c'est ça, l'espérance de vie en bonne santé, c'est sans
problème. Ou sans atteinte en fait de pathologie, dont celle que tu as citée. Donc, par exemple, moi, je ne suis déjà plus dedans. T'es pas dans. Alors là, on parle de l'espérance de vie en bonne santé. Oui, mais l'espérance de vie en bonne santé, moi, je suis déjà plus dedans. Tu vois, par exemple. Statistiquement, ça dépend en fait comment on va. Je suis pas encore en ALD. Non, voilà. Comment on va impacter ta pathologie sur ton mode de vie. C'est-à-dire que si effectivement à un moment donné tu estimes, c'est pas tu estimes, mais tu dois prendre le médicament. Oui, ou tu le vis comme invalidant, effectivement, tu vas rentrer dans cette catégorie. Mais tu peux avoir une pathologie, très bien le vivre dans ton mode de vie et avoir une santé, pas une santé, mais une façon d'exprimer la santé qui va être tout à fait OK, si tu veux, par rapport à ça. Donc, c'est juste montrer que le diabète de type 2, pareil, on a une explosion de la prévalence. L'obésité, on le sait, les cancers, on en a parlé rapidement, les maladies auto-immunes, etc., les maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer. Donc, en fait, on voit très bien que notre mode de vie a un impact, en fait, négatif On est en train d'atteindre la limite. En tout cas, on l'a déjà atteinte et là on la dépasse tous et on s'en rend juste compte. Je peux pas lire dans l'avenir par rapport à ça, j'ai nullement cette prétention, mais les indicateurs nous montrent qu'il y a quand même un décalage entre, encore une fois, notre génétique et ce qu'on en fait aujourd'hui dans notre environnement en 2025 et autres. Et il ne s'agit pas du tout d'être pessimiste parce qu'effectivement... Non, ce n'est pas le but du podcast. Je pense que vraiment, c'est plutôt de se rendre compte. Déjà, la prise de conscience, c'est positif. Exactement. Et c'est surtout de te rendre compte que tu peux agir positivement. C'est-à-dire que là, on voit la fin d'un modèle, entre guillemets, qui nous amène dans cette impasse. Mais on peut parler de tout ce qu'on peut mettre... On n'y arrive pas, en fait, encore pour l'instant, parce que c'est encore peut-être trop compliqué, où les solutions, elles sont trop éloignées. C'est vrai qu'il faut aller au magasin bio, chercher les farines qui ne sont pas très loin de chez toi, prendre le temps de faire tes cookies. Bon. Mais c'est là où on voit que c'est le modèle, tu vois, dans son ensemble qui a réévalué, parce qu'effectivement, si tu demandes à une personne de faire tous les efforts nécessaires pour manger maison, pour manger bio, local, etc., et puis de faire de la méditation, et puis de dormir 8 heures par nuit, de et voir puis ses amis, mais pas de trop boire, et de bouger tout le temps, et d'avoir des meubles en sapin non traités, et qu'en même temps, tu lui demandes une pression dans le monde du travail, etc., tu vois, qui fait qu'à un moment donné, la pression, elle est beaucoup trop forte et ça passe pas. Donc, en fait, il faut travailler au milieu quand même. C'est là où je parlais de sobriété heureuse de Pierre Rabhi, c'est-à-dire que, alors, on pourrait longuement développer cette notion, mais de se dire qu'à un moment donné, c'est notre modèle qu'on a intérêt à revoir. Certes, peut-être que ça va nous demander non pas de sacrifier, mais de revoir à la baisse certains réflexes, etc. Mais ça va nous apporter aussi tellement en termes de mode de vie que ça mérite vraiment d'être mis en place, quoi. Donc concrètement, moi, la maman de 2 enfants qui a un boulot à plein temps, du transport, mon mari qui travaille aussi beaucoup, j'habite en région parisienne, qu'est-ce que je fais ? Tu vois, parce que, bon... J'ai quand même de la chance d'avoir un peu de pouvoir d'achat, de pouvoir avoir des magasins bio pas très loin de chez moi, de courir dans la forêt. Mais tu vois, par exemple, quand je fais mes fractionnés, c'est à côté de l'autoroute. C'est vraiment vrai. Donc, qu'est-ce qu'on fait de faisable ? Alors, j'en souris un petit peu parce que j'allais dire tu peux déménager, mais je provoque forcément quand je te dis. Je peux faire des fractionnés, mais franchement, dans la région parisienne, même si tu es près d'une forêt, tu es quand même pas loin de l'autoroute. Non, mais j'en plaisante au sens, je provoque volontairement à ce niveau-là. C'est effectivement, tu parlais des matériaux, tout simplement dans ta maison. Et là, c'est pas mon domaine d'expertise, donc je me permettrai pas de conseils plus que des conseils simples, mais effectivement d'avoir ne serait-ce que des meubles massifs, tu vois, et ne pas avoir des meubles en agglo, d'avoir des peintures qui soient effectivement organiques, plus écologiques, etc., d'avoir une alimentation avec le moins d'intrants chimiques, d'utiliser des médicaments dans la juste mesure, c'est-à-dire ce dont tu as besoin, mais pas au-delà, d'éviter effectivement peut-être certains xénobiotiques, comme on parlait de la caféine par exemple avec le café, et c'est une des idées reçues, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait boire du café et avoir des effets protecteurs, notamment au niveau cardiovasculaire. Maintenant, il y a la problématique de la caféine qui va être ingérée et qui doit être éliminée par le foie. Donc quelqu'un qui va avoir beaucoup, tu vois, de facteurs à éliminer au niveau hépatique, peut-être qu'on va limiter la consommation de caféine parce que c'est une goutte d'eau qui peut faire déborder un vase. Donc
Je ne sais pas si je suis concret quand je donne cet exemple à ce niveau-là, mais ça montre que c'est vraiment apprendre à doser. À doser, et puis d'avoir une réflexion globale par rapport à ça. D'avoir dans ta cuisine plutôt des ustensiles en verre, plutôt que d'avoir des ustensiles en plastique pour conserver tes aliments. D'utiliser de l'inox pour tes poêles plutôt que d'utiliser du téflon. Ok, alors moi j'ai pris, ça y est, j'ai dépensé, j'ai vendu un rein d'un enfant et j'ai acheté toute la batterie de cuisine en inox. Les poêles en inox, c'est ok. Et je te confirme qu'on peut faire des œufs sur le plat sans que ça colle. Donc écoute, on fera un petit déj ensemble. Un tuto. Et puis exactement. je te ferai... Tu viennes dans ma cuisine, dans une autre vidéo YouTube. Mais on la refera, on organisera ça avec Jade. Je te promets que ça fonctionne. Ok. Donc, les moules, par exemple, tu vois, en silicone, ça c'est aussi un autre sujet parce qu'on utilise... Alors, faut ou faut pas? Moi, je te dirais qu'il ne faut pas. Alors, j'aime pas le il faut pas. Okay. Tu vois, c'est pour ça que je suis un peu hésitant quand je te parle. Pas recommandé. En tout cas, le Pyrex, c'est la valeur sûre. C'est-à-dire que c'est du verre qui est borosilicaté, donc c'est-à-dire un verre qui est fait pour tenir à la haute température. Et là aussi, on a un peu fait la chasse au gras et il ne fallait pas utiliser de matière grasse dans les moules et autres, alors que tu peux chemiser ton moule à tarte, par exemple, et ça sera tout à fait OK. Et ça évite d'utiliser... Et le papier sulfurisé ? Alors, papier sulfurisé, là, il y a pas mal de questions. À ma connaissance, il n'y a pas vraiment de données qui montrent le niveau de migration. Mais en fait, plus j'ai avancé dans les sujets, et plus je vais faire une réponse simple, c'est que tu les évites au maximum, ça peut être que positif, globalement. Mais les moules en silicone, en fait, on a deux types de qualité de silicone, et ça, malheureusement, on ne le sait pas quand on achète en fait, les silicones, et notamment par rapport à la cuisson du silicone au moment de sa fabrication et sa stabilité dans le temps. Et tu as une étude qui analysait la teneur en résidus en fait, de ce silicone dans la pâte à gâteau en fonction justement du type de silicone. Et on voyait qu'en fait, au niveau des bords du gâteau, on avait une teneur qui était plus importante. Et dans l'environnement de la cuisine, en fait, on avait également davantage de ces résidus. Alors, il ne s'agit pas d'en avoir peur et de se dire je dois tout arrêter. C'est juste de sortir de l'illusion que c'est des composés qu'on peut utiliser comme on veut, n'importe comment, et qu'il n'y aura pas d'effet. Finalement, le moderne nous retombe dessus, quoi. C'est là où je reviens du basique. Là, exactement. Tu vois, l'inox, alors oui, ça t'a coûté un rein pour reprendre ton expression, oui, mais tu vas un investissement. Mais tu vas la garder au cours du temps. Ta poêle en téflon, on n'en a pas parlé, mais alors téflon, c'est une marque, mais à la base, on a une association de PTFE et de PFOA. Le PFOA est interdit en France depuis 2020. Il l'était depuis plus longtemps aux États-Unis, par exemple, et c'est ce qui permet en fait d'éviter que ça colle. Et puis tu as une pellicule de protection de ce composé. C'est pour ça qu'on parle souvent des PFAS. Je ne sais pas si c'est un terme que tu connais. Je pense qu'on en a beaucoup entendu parler dans l'actualité. Et donc notamment le PTFE et le PFOA. Et donc le PFOA est interdit, mais on va utiliser un autre composé qu'on appelle le Genix, par exemple. Et aujourd'hui, on voit dans la littérature que ce composé est tout aussi problématique que le PFOA. Mais ça nous ramène à notre échange de tout à l'heure, à savoir que l'inertie en fait, de publication pour montrer l'effet potentiellement délétère et l'inertie de la réglementation associée pour pouvoir se dire non, finalement, on va peut-être l'interdire, est tellement longue. Tu perds 40 ans. Exactement. Donc, le simple fait de te dire j'utilise de l'inox, on sait que c'est un composé qui est stable. Alors après, on pourrait nuancer dans le détail, il n'y a rien de parfait, mais en tout cas, c'est à mon sens la solution qui est le meilleur compromis. C'est très stable dans le temps. Ta poêle en téflon, au-delà des effets sur la santé, c'est des composés qu'on ne sait absolument pas recycler. Donc si tu t'écoutes en termes de santé, tu vas te dire, dès qu'elle est rayée, je jette ma poêle en téflon. Sauf que écologiquement, c'est une catastrophe. Tu vas en racheter si tu as des enfants tous les 6 mois ou tous les ans parce qu'il y a un coup de couteau, il y a un coup de spatule, etc. Donc économiquement, c'est tout sauf une solution. Alors que, encore une fois, ta poêle en inox, tu la gardes. Ton moule en Pyrex, au pire, tu le casses de temps en temps, mais il coûte beaucoup moins cher que ton silicone. Et donc, c'est des produits que tu vas garder, qui sont stables pour ta santé et qui sont stables au sens de la détérioration. Donc, en fait, c'est des solutions concrètes, comme l'histoire des tupperwares ou des moi, j'ai été élevée au tupperware. Bah oui, bien sûr. Vraiment, la réunion tupperware annuelle, tout était tupperware. Et c'est super pratique. Avec aussi le film plastique pour recouvrir et qui au micro-ondes ensuite.
été aspiré. Tu sais que les phtalates, donc les phtalates, ça fait partie des composés plastiques qui sont utilisés. Et historiquement, dans ces films plastiques, et l'ANSES, qui est l'organe français qui régit un petit peu sur tous les aspects qu'on a évoqués, a classé un peu les polluants, notamment plastiques et alimentaires. Et malheureusement, les 3 pires font partie de la famille des phtalates. Donc effectivement, les films plastiques, à limiter, encore une fois, ils ont évolué en termes de composition, mais moi je déconseille de les éviter, de les utiliser fréquemment, et puis surtout de les cuire. En fait, tout composé plastique, on ne va pas le cuire. Ni au micro-ondes, ni au four. Voilà, quand je dis ça, je pense au micro-ondes. Alors certes, ça reste froid, mais tu sais, c'est l'exemple, si tu fais une sauce bolognaise ou une sauce au curry, et tu mets cette sauce dans ton composé en plastique, et qu'est-ce qui se passe en fait? Ton composé en plastique, il se tache en fait des colorants, pas des colorants, pardon, mais des pigments, que ce soit la curcumine ou les composés du curcuma par exemple, si on parle de curry, ça peut être de la sauce tomate, etc. Et notamment parce que tu as utilisé du gras. Et en fait, le gras véhicule davantage ces pigments qui vont s'incruster dans le plastique. Et donc il y a un échange. Ça fonctionne dans un sens, donc se dire que ça ne fonctionnerait pas potentiellement dans l'autre sens, tu vois, c'est quand même assez réductionniste comme approche. Donc bien sûr qu'il y a une migration dans les deux sens, et quand tu vas utiliser quelque chose qui va faire monter en température le milieu, ça augmente en fait le risque de migration. Donc le micro-ondes, là aussi on pourrait en parler pendant très longtemps. Oui. D'un point de vue nutritionnel, il n'y a aucun argument pour te dire que c'est quelque chose de négatif. Au contraire, c'est plutôt intéressant quand tu compares à d'autres modes de cuisson. Mais ça reste une agitation thermique, une agitation des molécules d'eau, qui fait que tu crées en fait cette augmentation de température. Et cette augmentation de température, elle concerne aussi derrière l'environnement. Exactement. Donc le micro-ondes, c'est du verre dedans. Exactement. Ou la porcelaine? Oui, verre ou porcelaine. Mais... Okay. Pour les 5 dernières minutes de ce podcast, donc 5 minutes, tu m'as proposé, juste avant de reparler des maladies auto-immunes qui sont en explosion, notamment chez les femmes, puisque c'est plus les femmes qui sont concernées que les hommes. Jusqu'à 80% en plus. Ouais, donc en gros, pourquoi est-ce que ce sont quand même majoritairement les femmes qui sont concernées par les maladies auto-immunes? Alors il y a plusieurs aspects à ça. C'est avant tout le bain hormonal qui va jouer. Il y a le bain hormonal, donc plutôt les oestrogènes. Voilà, c'est ça, tout à fait. La partie génétique, où on sait aussi qu'il y a des prédispositions génétiques qui peuvent être plus marquées chez les femmes, et puis le mode de vie associé de manière générale. C'est-à-dire que les femmes sont moins bien adaptées. Je suis pas du tout dans le féminisme, masculinisme et tout, hein, mais juste le fait d'être une femme, donc génétiquement, le XY. Donc en gros, est-ce que, si je comprends bien, pour résumer, vulgariser surtout, est-ce que le fait d'être une femme, donc vraiment juste les chromosomes XX, font qu'on est moins bien adapté à ce rythme de vie un peu fou? Travailler, s'occuper des enfants, avoir du stress de son patron, faire les chiffres, que les hommes qui sont en chromosome XY. En fait, il y aura des aspects positifs d'un côté, des aspects délétères de l'autre, mais effectivement, notre génétique, elle va nous guider au sens où elle va favoriser l'expression de certaines pathologies ou non. Donc, sur la partie auto-immune, ça dépend de quelle maladie auto-immune on parle, parce qu'il y aura des disparités qui vont être importantes. Mais je parlais d'épigénétique tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, l'effet de l'environnement sur les gènes peut être différent en fonction des femmes et en fonction des hommes. Et des fois, il y a des facteurs protecteurs et des fois des aspects plutôt négatifs, entre guillemets, et notamment au niveau de l'immunité. Parce qu'en fait, quand on parle de maladie auto-immune, c'est vraiment une balance immunitaire entre la capacité à se défendre contre les agressions, contre les pathogènes, et la capacité à tolérer que ce soit tes propres protéines, que ce soit des protéines alimentaires, des protéines de l'environnement, avec l'histoire, par exemple, du pollen, des allergies au pollen. Donc, quand on parle d'allergie alimentaire, donc ça va être une allergie à proprement dit, au sens où on va avoir une réaction du système immunitaire. On peut parler d'intolérance, d'hypersensibilité. Donc, il y a différents grades. Mais quand on parle de maladie auto-immune, en fait, c'est une réponse du système immunitaire contre ses propres protéines qui parfois sont en lien aussi avec l'environnement. On a par exemple la maladie cœliaque, où en fait c'est une maladie auto-immune, mais qui a un point de départ alimentaire. C'est-à-dire que c'est l'ingestion
du blé, du gluten en l'occurrence, qui va générer un dysfonctionnement immunitaire qui va faire que ton immunité se retourne contre toi. Donc en fait, selon la pathologie, on a des prédispositions qui sont plus ou moins marquées, mais effectivement chez les femmes, c'est beaucoup la partie hormonale, mais on sait que sur l'interaction génétique épigénétique, il y a aussi effectivement des effets. Donc les maladies auto-immunes qui sont en augmentation, liées donc à ce mode de vie trop stressant, c'est ça en fait. C'est quoi mode de vie? C'est trop de stress ou pas assez de sport ou pas assez bien dormir ou pas assez voir de gens ou boire trop d'alcool, ou c'est un peu un tout? Oui, je pourrais pas te répondre de manière concrète. C'est un peu tout, quoi. Bien sûr, ça. C'est l'ensemble en fait. Et je parlais du microbiote en fait. Le microbiote, il faut savoir que 70% à peu près de ton immunité va subir une phase de maturité autour de l'intestin. Et donc, selon la qualité de ton microbiote, l'interaction hormone-microbiote et l'interaction environnement-hormone-microbiote, tu peux avoir des réponses qui sont différentes. Attends, donc hormones. Donc tes hormones à toi, œstrogène, progestérone. Oui. Donc là, je pense à toutes les femmes qui prennent la pilule. Environnement, stress, pollution, horaire, alimentation. Activité physique, etc. Et microbiote. Oui. Tes bactéries que tu as dans ton intestin, 40 000 milliards. Oui, à peu près. Donc c'est ça, en fait, c'est cette interaction, cette trilogie-là, ce trinôme, qui joue sur les maladies auto-immunes. C'est un élément parmi d'autres, dont également la génétique et en fonction de la pathologie, d'autres facteurs qui peuvent interagir. Mais tu vois, je vais juste donner un exemple pour les phytoœstrogènes, par exemple de soja, où en fait, on a beaucoup décrié le soja par rapport à l'augmentation des risques de cancer hormonodépendant, de maladies cardiovasculaires ou de certaines maladies auto-immunes. Et en fait, on sait aujourd'hui que selon la qualité de ton microbiote, ces bactéries vont plus ou moins bien métaboliser les composés qui sont présents dans le soja. Et ces composés vont avoir des effets qui vont varier en fonction justement de ce qui sera passé par rapport. En fait, comment le soja va se comporter à l'intérieur de toi en fonction de. Alors, ce qu'on voit, par exemple, c'est que chez des populations asiatiques qui ont traditionnellement mangé du soja pendant des générations, en fait, il y a une capacité de métabolisation par les bactéries qui n'est pas la même que la capacité des bactéries pour des populations occidentales. Et on parle d'œstrobolome, donc c'est œstrobolome. un peu barbare, mais justement c'est l'impact du microbiote et des métabolites des phytoœstrogènes, si on reste sur l'histoire des phytoœstrogènes, par ces bactéries sur notre santé, et notamment en fait les dérivés de la digestion de soja par les bactéries, tout à fait, pas notre digestion à nous, mais celle par les bactéries vont créer ça va créer des composés qui vont parvenir dans le plasma, et au niveau hépatique on va avoir une élimination plus ou moins efficace, et c'est là où notre génétique ou l'épigénétique peut intervenir. Et donc l'œstrobolome, c'est un peu l'interaction, tu vois, entre cette population bactérienne, un composé qui peut avoir un effet effectivement endocrinien et certains facteurs de santé, quoi. Donc, moi, quand j'ai vu mon généraliste, radiologue, rhumatologue, personne ne m'a parlé d'hormones, de système digestif ou de microbiote, et d'environnement, pas trop, quoi. Genre, vous fumez, vous buvez pas trop, bon, ça, on m'a dit, faire du sport, ok. Mais sinon, le reste, moi, j'ai l'impression que tu as 100 ans d'avance. Enfin, en gros, pour l'instant, la filière médicale qu'on connaît qui va traiter une maladie auto-immune ne s'intéresse vraiment pas aux hormones, au microbiote, à cette interaction, à cette trinomie, dont j'entends parler pour la première fois aujourd'hui, là. Ça va bouger, en fait, et ça va bouge bouger, déjà. C'est en train de bouger. C'est-à-dire que, quand même, au niveau médical, on prend de plus en plus en compte l'effet, encore une fois, de l'environnement sur la prévalence d'un certain nombre de maladies auto-immunes. Oui, voilà, ça, le sport, pas fumer, ça, on en entend parler. Mais le microbiote, c'est pareil, ça commence quand même à bouger, et on en revient à nos échanges du début de notre podcast, c'est que ces histoires d'additifs, d'émulsifiants, de pesticides, etc., qui vont jouer sur notre microbiote, créent un déséquilibre qui, lui, va potentiellement contribuer à un déséquilibre de ton immunité, et selon ta génétique, qui peut t'amener à déclencher un certain type de pathologies auto-immunes. Donc, en revenant à un conseil simple d'essayer de respecter cet écosystème, en fait, pour des raisons souvent qu'on ne connaît pas, on sait qu'on a un effet qui est positif. Et si on se replace à l'échelle des générations, alors c'est complètement empirique quand je dis ça, mais
quand on voit comment a évolué notre génétique, et l'évolutionnisme, c'est un sujet qui me passionne beaucoup à ce niveau-là, on voit que tout s'est fait de manière extrêmement lente. Et aujourd'hui, on parlait beaucoup des 30 glorieuses, oui, etc. En 100 ans, on a tout transformé. Là, ça même, fait 100 même ans. pas 100 ans. Voilà, 100 ans quand tu es très large, mais en quelques décennies, moi je parle de tsunami du mode de vie. On a complètement tout bouleversé. Et donc, notre génétique, elle n'est pas adaptée à ça. La question, c'est est-ce que notre génétique va s'adapter au cours du temps ? Et beaucoup d'auteurs scientifiques s'intéressent à ce sujet. Et on voit que... ce sera lent. Et surtout que la quantification en fait, du changement est beaucoup trop forte pour en espérer une adaptation positive. En fait, il y a trop de bouleversements multiples et à court terme. Mais ce n'est pas négatif, en fait. Ça nous montre juste qu'on doit revoir notre modèle. Et encore une fois, de manière très simple, je ne vais pas redire manger des produits bruts, etc. Le fait de bouger, d'être en mouvement tout le temps. On n'a pas parlé de l'activité physique, tu vois. On en parle beaucoup dans ce podcast. Voilà, mais par rapport aux maladies auto-immunes, on sait que c'est un facteur qui est très important. On peut parler de la qualité du sommeil, on a parlé des polluants. Si on met tout ça bout à bout, on arrive avec un mécanisme qui est très cohérent par rapport à notre génétique. Ça ne veut pas dire qu'on fera les choses parfaitement et qu'on s'empêchera de développer telle ou telle pathologie, mais on met les chances de notre côté et ça, c'est très positif. En fait. Dernière question, on dépasse énormément l'heure. Toi, dans ton environnement, tes amis, ta famille, ton entourage... Bon, j'imagine que les gens te connaissent, tu arrives à faire à manger super bien. Comment ça se passe ? Par exemple, si tu es invité à la kermesse des enfants, parce que ça va arriver, il y a n'importe quoi à bouffer. Moi, là, il n'y a pas longtemps, c'était ça. Il y avait une fête à l'école. J'avais pas mangé, donc j'avais super faim. Il n'y avait que de l'Oasis, tous les coca. Bon, j'ai quand même réussi à boire de l'eau, finalement. Mais bon, j'avais quand même envie de boire autre chose, mais voilà, il n'y avait que de l'eau. Et après, tous les gâteaux préparés par les parents, il y avait plein de bonbons. C'est aussi le monde dans lequel on vit, en fait. Bien sûr. Et donc, comment tu fais pour l'assumer ou le transmettre ? Tu t'adaptes, en fait, tu vois, et l'idée, c'est pas d'être psychorigide et de te dire que tu te désociabilises sous prétexte que tu veux optimiser tous les facteurs, mais plus tu auras optimisé dans ton quotidien et plus ça sera des réflexes, plus ta marge de manœuvre, si tu veux, est importante au sens où tu peux te permettre un excès. J'aime pas dire, je n'aime même pas dire... Un soda un jour... Alors moi, le soda, honnêtement, j'aime pas ça du tout. Okay, tu vois, mais... c'est même pas une question de choix, de choix au sens nutritionnel. C'est juste que ça me donne absolument pas envie. Parce qu'on sait aussi que l'habitude, en fait, va change le goût. Exactement. Et naturellement, je vais beaucoup plus me faire plaisir, si on parle des aliments plus que d'un coca ou d'un soda, mais avec, je sais pas, une salade de tomates, avec un basilic de bonne qualité, avec une très bonne huile d'olive, qu'avec un friand industriel ou je ne sais trop quoi. Un taboulé sous plastique. Et c'est pas une démarche cognitive nutritionnelle, c'est juste que mon goût fait que je vais beaucoup plus prendre de plaisir à ce niveau-là. Et donc, plus tu as mis ça en place dans ton quotidien, et plus c'est facile, en fait. C'est comme l'activité physique. Tu es très sportive, je le suis aussi, et je sais le bienfait de l'activité physique, et je m'en rends d'autant plus compte quand je ne fais pas d'activité physique. Là où des personnes qui n'ont plus l'habitude de faire du sport, finalement, vont avoir du mal à s'y remettre parce qu'elles n'en voient pas forcément le bénéfice sur le court terme, et c'est tout à fait normal. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que si tu mets en place un mode de vie qui est cohérent, tes écarts, si on peut appeler ça comme ça, ils s'inscrivent sans problème dans la globalité. Sauf quand, effectivement, il y a des pathologies spécifiques qui te demandent, à un moment donné, d'être peut-être... encore plus strict. C'est ça, d'avoir une éviction, mais c'est un cas spécifique. Et donc là, tu réagis différemment. Mais si on parle du mode de vie de manière générale, au contraire, tu vas y prendre du plaisir. Le fait de prendre du plaisir va avoir des impacts positifs. Et justement, c'est ça que je veux vraiment casser aussi, si tu veux, dans les a priori qu'on a autour de la nutrition. Moi, j'avais 12 ans, donc ça fait plus de 30 ans que je m'intéresse, 33 ans aujourd'hui, je m'intéresse à ce sujet. La nutrition, c'était quelque chose... C'est ton anniversaire ? Presque, pas encore, mais c'était très dogmatique, si tu veux, très sectaire, où en fait, on se disait que c'était blanc-noir, calories. Et puis, on ne veut surtout pas t'inviter à manger, justement, parce qu'on te voit comme quelqu'un d'extrême. Donc, j'ai vu beaucoup de modes passer autour de ça, et le message que je veux faire passer, c'est que bien sûr qu'on peut se faire plaisir avec un apéro, avec la kermesse, si c'est la kermesse, d'aller au restaurant, de fêter un anniversaire, etc. Mais tu auras
tellement intégré dans ton quotidien ces réflexes que ça va passer entre guillemets comme une lettre à la poste, et puis c'est quelque chose qui contribue à ton plaisir général, et c'est tout à fait OK. Si on met de côté, encore une fois, certaines pathologies, et ça baisse la pression un petit peu. Tu vois, c'est comme le téflon ou le plastique, c'est pas de te dire qu'un jour tu vas manger un plat traiteur, ou un plat traiteur, et il va le pas faire passer au micro-ondes, et tu vas dire c'est foutu, etc. Non, c'est pas que c'est OK, c'est que la globalité est cohérente. Et je pense que cette notion de cohérence globale, pour moi, elle est essentielle. Merci infiniment Anthony. On se revoit l'année prochaine. On parlera du microbiote. Avec grand plaisir. Merci. Merci. Allez, ne soyez pas déprimés, car ce qu'il faut retenir de cet épisode, je crois, c'est que chacun peut faire preuve d'une cohérence globale et qu'ensemble, collectivement, on peut changer les choses. Alors, jetez vos poêles à téflon, investissez dans l'inox et promis, David et Anthony viendront bientôt sur YouTube nous faire un tuto pour se faire cuire un œuf dans une poêle en inox sans coller. Salut!